Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale. La dernière fois qu'elle était venue, c'était il y a déjà 2 ans. 2 ans pour faire le bilan de la dernière législature. On ne pensait pas attendre Elke van den Brand aussi longtemps. Elke van den Brand, bonsoir, vous êtes la nouvelle ministre de la Mobilité. Bienvenue. J'ai la déclaration de politique régionale, 24 pages sous les yeux. C'est un petit peu flou, il y a 2 pages consacrées à la mobilité. Une mobilité qu'on décrit plus fluide et vectrice de développement. Expliquez-nous ce que ça veut dire, Elke van den Brand. Alors, tout le monde veut évidemment que quand on se déplace, que ça sera fluide. Et pour faire cela, investir dans tous les modes est essentiel. Faire en sorte que les piétons ont des trottoirs agréables, faire en sorte qu'il y aura plus de monde qui va marcher. Et chaque fois qu'on peut convaincre quelqu'un de prendre le transport en commun parce que le transport est ponctuel, elle-même fluide, c'est quelqu'un en moins qui est dans les voitures, dans les embouteillages. Alors, fluidifier le trafic, c'est investir dans tous les modes de transport. Ce discours, c'est celui que vous aviez il y a quelques mois en affaires courantes, c'est celui que vous aviez aussi lors de la dernière législature. Et que je tiens en 2 ans aussi. Quelle est la différence avec la Elke van den Brand du gouvernement d'Iliès de celle du gouvernement Vervoort? Alors, évidemment, il y aura des évolutions, mais la plupart des ambitions, ils restent intactes à Bruxelles. Faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école en toute sécurité quand ils ont 12 ans, qu'ils peuvent prendre le transport, le vélo, aller à pied sans que parents y aient peur, ça reste l'ambition. Verduriser plus à Bruxelles, investir dans un transport en commun agréable. Alors, les ambitions restent. Évidemment, il y a des choses à prendre. Par exemple, sur la participation, faire en sorte qu'on fait mieux à Bruxelles pour toutes les compétences, mais aussi pour la mobilité. Faire en sorte que les gens s'adhèrent au projet et qu'on peut inclure leur opinion dans les projets, c'est crucial. Alors là, on va chercher de nouvelles méthodologies pour faire mieux, pour faire en sorte que ça avance. Aussi, je pense que j'aurai un allié avec les maires dedans pour faire en sorte qu'on a plus de flexibilité, qu'on ne doit pas toujours dépendre des blocs de béton, mais qu'on peut, par exemple, mettre des mobiliers urbains. Et pour ça, il faut adapter quelques règles urbanistiques. Alors, on va faire en sorte que les ambitions restent les mêmes, mais la méthode pour rêver sera encore mieux. La méthode, au niveau de Good Move par exemple, c'est ça qui a suscité pas mal de tensions lors de la législature précédente. Ça a fait l'objet de la campagne électorale, un Good Move. Ça veut dire quoi? Que Good Move, il n'est plus là en tant que tel, selon le terme Good Move, mais qu'il est encore là? Alors, en fait, il y a une grosse confusion, c'est quoi Good Move? Alors, il y a un grand plan de mobilité avec 50 actions, par exemple le transport du marchandise, etc., où en fait, tout le monde sait qu'on doit faire les plans et qui sont assez bien accueillis. Le point Alors, qui a suscité les tensions, ce sont les mailles. C'est sur les mailles, les plans de circulation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, au centre-ville? Fait en sorte que tout le monde peut encore rentrer et sortir, mais si vous prenez le centre-ville pour éviter un feu rouge sur la petite ceinture, on va déencourager. Alors, on veut canaliser le trafic sur les axes structurants pour faire en sorte, dans les quartiers où les gens habitent, où nos enfants sortent, que c'est plus apaisé. Cette ambition reste, mais ce qu'on a constaté sur l'ancienne législature, la taille sur laquelle on travaillait était très large. Par exemple, à Saint-Gilles, c'était toute la commune. Alors, pour une commune, pour la mise en place, tu dois travailler avec tous tes commerçants, tous tes habitants, mettre des stewards partout. Alors, c'est très lourd si c'est sur une taille très large. On dit, on va réduire la taille, travailler surtout au bord des écoles, parce qu'on a constaté qu'en fait, qu'est-ce qui nous unit? Au lieu de chercher les conflits, qu'est-ce qui nous unit? C'est les écoles, nos enfants, le futur de nos enfants, la sécurité routière autour des écoles, la qualité d'air autour des écoles. Alors, on va prendre les écoles comme nœud et travailler sur une échelle plus petite, mais avec la même ambition d'apaiser. Plus maintenant, lors de cette législature-ci, on va faire attention aux écoles en tant que telles? Il y a des écoles partout à Bruxelles, mais quand on fait un plan de circulation, de partir de cet esprit-là. C'est déjà fait par la ville de Bruxelles à Laken, et c'est un bon test, c'est un quartier scolaire. Elle était bien accueillie. En fait, c'est un petit plan de circulation, mais avec une participation qui partait des enfants, et ça crée une adhésion de plus de monde. Alors, c'est une meilleure stratégie. À Paris, ils font la même chose. Alors, on a dit, OK, ça fonctionne, on va changer de stratégie, plus petit, mais plus fréquente et avec l'enfant au centre, parce que c'est ça, on veut créer une ville pour nos enfants. Le principe STOP est évoqué dans la déclaration de politique régionale, c'est quoi ça? Stop, en fait, c'est un mot qui vient du néerlandais. Le S de stapper, c'est les piétons. Puis trappers, les vélos. Puis O de openbaar vervoer, le transport public. Et puis le transport privé individuel. L'idée de ça, c'est de dire, OK, quand on fait un réménagement, comment est-ce qu'on va le faire? Et tout d'abord, on va mettre le piéton d'abord comme priorité. On est tous piétons à un certain moment et faire en sorte que dans nos infrastructures, on va d'abord réfléchir. C'est où le trottoir? Est-ce qu'il est large? Est-ce que le pion s'est creusé? C'est le premier
réflexe. Alors, ça met une hiérarchie. Ça dit aussi que tous les modes doivent pouvoir continuer à rouler et ça, c'est aussi la philosophie derrière le grand plan Good Move, que chaque axe, il y a une hiérarchisation. Quels sont les réseaux pour les camions, les réseaux pour les voitures, pour les cyclistes, pour les piétons, pour vraiment réfléchir à quel axe sert à quel usage et comment faire en sorte que tout le monde sait se déplacer. La voiture en dernier, je voyais. Il y a aussi cette notion de LISA, c'est un autre acronyme qui vient dans la déclaration de politique régionale. C'est quoi ça? C'est Light and Safe. Alors, on voit, il y a une tendance des véhicules qui deviennent de plus en plus larges. C'est une tendance européenne. Et les dernières 2 années, on voit vraiment des pick-up trucks comme quand vous habitez dans les bois de Canada et vous allez choper le bois. Alors, ce sont vraiment des véhicules qui prennent beaucoup d'espace en ville, souvent pour déplacer une personne et qui sont très lourds. Alors, quand il y a un accident, les impacts des accidents sont plus larges. Alors, on dit, s'il y a des voitures en ville, on préfère des véhicules plus petits, plus légers, plus propres, qui laissent plus d'espace de ci des autres. Comment limiter les véhicules les plus lourds? Alors là, le zone LISA vient en place. Alors, tu peux travailler par la fiscalité, par les places de stationnement ou même, comme le zone Light and Safe, qui est une proposition de l'ASBL des shifters pour dire pourquoi ne pas avoir des zones où ils n'entrent pas. Pour dire, OK, ici, dans cette zone, ils n'entrent pas. Alors, il faut mettre une stratégie en place. Alors, on va commencer à ça. Bruxelles n'est pas la seule ville à être confrontée à ça. Quand j'ai contact avec mes homologues à Berlin, à Londres, à Paris, ils sont tous en train de voir mais comment est-ce qu'on peut agir contre ces tendances. Parce que si tu as 2 Raptors dans ta rue n'a plus de place pour personne d'autre. Tes places de stationnement sont trop étroites. Alors, ça crée vraiment un enjeu sur comment on organise notre espace et il faut y agir. Vous parlez de zone de basse émission aussi, ça c'est un autre dossier. On change un petit peu la manière de donner les amendes. C'est quoi l'idée maintenant? Alors, on maintient le zone à basse émission. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle a un impact positif sur la qualité d'air et la qualité d'air a un impact sur les poumons de nos enfants. Le calendrier initial reste le même? Le calendrier reste, mais quand tu entres à Bruxelles, juste une fois parce que tu fais une petite erreur, c'est tout de suite une amende de 350 €. C'est beaucoup. Alors, à Gand et Anvers, c'est un système beaucoup plus équilibré avec des amendes à 80 €, mais tu peux choper plus d'amendes. Alors, c'est un autre système. Là, il existe aussi des systèmes avec des passes quotidiens. Ça, on a à Bruxelles, mais aussi annuels. Alors, on va un peu copier les systèmes de Gand et Anvers pour dire, en fait, c'est plus malin. On maintient nos jalons qui sont plus ambitieux et comme ça, on prend le meilleur des 2 mondes pour faire en sorte que, voilà, on trouve un meilleur équilibre. Aussi, pour les exceptions, on sait qu'il y a des gens qui sont dans une situation précarisée et qui sont dépendants de leur voiture. Il y en a pas, c'est pas 50% de la population, mais vraiment voir est-ce qu'il y a encore des exceptions qu'on doit introduire pour faire en sorte que pour ceux qui c'est vraiment nécessaire de faire une exception, on va faire cette analyse. Alors c'est vraiment l'idée de dire on maintient, mais on va améliorer et faire en sorte qu'on modernise ce système. Sur les restrictions, les exceptions, qui, comment, c'est déjà objectivé tout ça, de savoir non, qui c'est pourra l'idée, rouler c'est de s'y mettre, de regarder. Sur l'ancienne législature, par exemple, Alain Marron a introduit les personnes en situation de handicap pour dire, OK, pour eux, c'est changer de véhicule, c'est souvent changer d'un véhicule spécialisé. Alors, c'est beaucoup plus difficile à se conformer. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, prendre les gens qui arrivent au boulot très tôt ou qui partent très tard quand les transports en commun ne sont pas là? Ça, c'est l'exercice qu'on doit maintenant faire. Chez Bruxelles Mobilité, il y a une analyse qui a été faite. C'est qui le public qui est précarisé et qui dépend de leur voiture. C'est environ 5% des automobilistes. Alors, ce n'est pas un chiffre absolument énorme, mais bien identifié et bien cadrer ces exceptions. On n'a pas encore défini. Ça, c'est le travail que Hans Persons, qui devient maintenant responsable pour ça, va devoir faire. Gros dossier, le métro. On met en pause tout ce qui est au nord de la gare du Nord et le sud. C'est quoi? On garde finalement le pré-métro à la place du métro. Expliquez-nous en quelques mots. Alors, malheureusement, on doit mettre en pause pour des raisons budgétaires. Comme ministre de Mobilité, j'aimerais continuer à investir dans des nouveaux modes, dans de nouveaux investissements, le métro, le tram, le bus. Alors pour le tram, on va encore faire le tram 15 qui va vers Tours et Taxi. Alors on peut investir, mais le métro pèse trop lourd sur notre budget régional. Alors on a dit on va mettre en pause, mais on va le faire de manière que si dans 10 ou 20 ans les budgets le permettent, qu'on peut facilement reprendre. Alors on va clôturer la génie civile qui est en cours pour faire en sorte que le jour où il y a plus de sous ou si le fédéral veut co-investir dans le projet, on peut reprendre et c'est pas juste fermer le trou et c'est fini. Qu'est-ce qu'on dit aux usagers du 55 qui sont surchargés depuis des années, on leur a promis un métro, là on peut pas. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se déplacer encore pour venir vers le centre? Alors, on a un plan pour des alternatives. Alors, j'espère qu'on peut trouver le soutien pour mettre en place plus d'alternatives vers Schaerbeek et Evere. Parce que quand on habite à Evere ou le bas de Schaerbeek, on attendait vraiment une meilleure connexion.
faire en sorte que pour les 55, la connexion soit mieux. Alors, ça demanderait des nouveaux investissements, par exemple une ligne supplémentaire de tram ou les autres lignes de bus. Il y a des plans qui ont été faits, des analyses. Maintenant, on doit les mettre sur la table du gouvernement pour dire quel scénario est-ce qu'on va mettre en place parce qu'on ne peut pas laisser la situation telle qu'elle pour les Scarbecois et les Évrois. Et Palais du Midi, c'est du gâchis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Finalement, il n'y a pas de métro. L'essentiel, c'est qu'on va de nouveau rénover le quartier. Je pense que c'est important. On doit clôturer le génie civil. Alors, il y aura encore un chantier, mais on peut déjà fermer pas mal de tronçons. L'avenue Stalingrad, il y a un permis. On peut avancer avec la fermeture sur Barra, sur Poincaré, faire en sorte que tout autour, en fait, autour du gare du Midi, l'espace public soit pris en main et qu'on fait des projets pour faire en sorte que ça redevient agréable dans le quartier. C'est le minimum qu'on doit faire parce que l'impact du chantier pour le quartier a été horriblement dur. À partir de quand on peut réaménager ça? C'est quoi? C'est une question de mois, d'années? Alors, pour l'instant, on vient de clôturer l'accord de majorité. La STIP attendait une décision sur quel budget est-ce qu'on a encore pour continuer avec quel scénario. Alors, la STIP a maintenant eu les réponses sur ça, c'est le budget. On veut clôturer la génie civile et ils vont revenir vers nous avec un calendrier plus précis, les options qui seront là. Alors, pour toutes ces questions-là, je prendrai un peu de temps parce que si on donne un timing, il faut le respecter, surtout dans ce quartier où on a déjà maltraité le quartier fort. Le tram 15 vers Tour et Taxi, vous y croyez vraiment, ce tram? Absolument, on a presque le permis. Il n'y a pas encore de permis pour l'instant. On a presque le permis? On a presque le permis. Et c'est un projet très important parce que ça va vraiment, d'une côté, connecter le gare du Nord avec Tour et Taxi. Et dans le futur, on peut aller plus loin vers le nord-ouest et faire aussi la connexion via le centre-ville avec le 95. Alors, ça fait partie d'une future vision sur les plans, mais aussi, c'est un investissement à Molenbeek. Par exemple, rue Picard, c'est une mer de béton. Alors, on va verduriser. Une première pierre quand à ce niveau-là? Ça, on attend le permis et dès qu'on a le permis, on va demander le timing du chantier. Mais évidemment, on va lancer dans les mois ou les années à venir. Il faut que ce tram se réalise. Mais à nouveau, sur les timings, c'est toujours prudente parce qu'il faut être sûr. Dans la DPR, il y a une petite phrase sur maintenir l'offre de la STIB. Ça veut dire quoi? Plus de moyens pour la STIB alors? Pour maintenir l'offre? On a investi beaucoup dans la STIB à Bruxelles. La législature précédente, on a augmenté l'offre avec 15% et ça se voit. Si on compare Bruxelles avec des autres villes en Belgique, c'est une différence énorme. Alors on peut être fier de la STIB, mais garder cette offre, ça demande des investissements évidemment, mais ça demande aussi que on continue à avoir de nouvelles matériels roulantes, qu'il y a de nouvelles trams. Et j'aime bien cette trame, mais on peut faire mieux avec les nouvelles matériels où on peut plus facilement entrer. Au niveau des bus électriques, il y a rien. On continue le rythme des bus électriques pour permettre aux bus de respecter le calendrier de la zone de basse émission? Alors, pour l'instant, la STIP respecte les zones à basse émission. Il y a un renouvellement des véhicules. C'est important, les bus électriques, c'est important pour les zones à basse émission, mais aussi pour les gens et pour l'accessibilité d'un bus. Quand il y a un bus dans ta rue en électrique, elle fait beaucoup moins de bruit, ça fait beaucoup moins d'odeur. Alors, on constate que quand il y a une ligne qui est électrifiée, qu'elle est beaucoup plus soutenue par les riverains. Alors, même pour cela, il faut continuer à électrifier le bus. Une enveloppe de 40 millions pour des réaménagements, ça s'ajoute à combien? C'est quoi? Quel type de réaménagement? C'est la fameuse pile de dossiers dont on a obtenu le permis qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas les moyens? C'est un petit peu ça? C'est ça, mais aussi des autres. Par exemple, planter plus d'arbres, faire en sorte qu'on continue à faire des pistes cyclables, mais aussi des réaménagements. Ça fait longtemps qu'on attend un réaménagement de Place Mézère. On a obtenu le permis. Faire en sorte qu'on peut l'exécuter, ça demande évidemment des budgets. Alors, pour ce genre de choses, et ce qu'on a constaté à Bruxelles, depuis longue date, les tunnels, les ponts, la gestion des voiries, il n'y avait pas assez de moyens et ça créer des problèmes dans les infrastructures. Alors, on va faire en sorte qu'on va réinvestir dans l'espace public. Évidemment, il y a aussi des économies sur la mobilité à faire comme partout. Mais pour dire, on va quand même continuer à embellir Bruxelles et rendre Bruxelles plus jolie. Place Mézère, chaussée de Ninove, Charles-Quint par exemple, ça veut dire que les travaux pourraient commencer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Là où on a un permis, on peut évidemment commencer, mais il faut d'abord faire une planification des chantiers. Si on fait des chantiers à un endroit, c'est un impact sur le trafic. Alors, il y a une coordination des chantiers qui se fait. Alors, on va maintenant
voir avec la commission de coordination chantier ce qui est possible pour les prochaines années, quelle sera la meilleure planification, le meilleur timing, et à partir de là, on va communiquer le calendrier. Quid de la vignette? Dernière question, Elke van den Brand, la fameuse vignette. On sait que la Flandre et la Wallonie avançaient sans Bruxelles. Maintenant, Bruxelles a un gouvernement. Quel est l'objectif de cette vignette? On sait si on ne s'y met pas dans le projet, ça sera un coût supplémentaire pour les Bruxellois parce que c'est une vignette. Alors si les Bruxellois sortent de Bruxelles avec leur voiture, ils doivent le payer. Alors inclure Bruxelles dans le système sera nécessaire, notamment pour faire en sorte que les Belges se déplacent en Bruxelles, hors Bruxelles, partout, pour le même prix et le même système. L'enjeu, c'est le partage des recettes. Avec la Flandre pour dire, OK, mais on veut aussi une partie des recettes parce que les Bruxellois vont investir dedans. Il faut on a les capacités d'aller négocier avec les deux autres régions. Maintenant qu'on a un gouvernement, on peut aller aux autres gouvernements pour dire, regarde, oui, on veut entrer dans le système. Ils ont besoin de Bruxelles pour faire légalement un accord de coopération et on veut un accord qui respecte aussi les répartitions des recettes. Merci Elke van den Brand pour ces précisions. On espère vous revoir dans 3 ans pour faire le bilan de tout ce qu'on a dit. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Et on parlera d'ailleurs en long et en large de la vignette pour comprendre exactement comment est-ce qu'elle va fonctionner pour les Bruxellois avec les informations qu'on a pour l'instant. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même tram. Belle soirée.